Bonjour les amis et bon début de semaine. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver le lundi. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. En tout cas, ce week-end, on a eu pas mal d'activités, beaucoup de visiteurs et justement, on a essayé de nous insérer dans l'emploi du temps et le programme de certains, histoire d'arracher quelques informations pour votre plaisir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous un grand homme du cinéma africain. Il s'agit de la personne que vous avez suivie plusieurs mois durant sur la chaîne A+, dans la série Cacao, dans un rôle que vous avez fortement apprécié, puisque aujourd'hui, il peut se targuer d'être l'acteur préféré des Africains avec le soutien du public. Bienvenue Serge Abessolo, comment ça va? Très bien comme toujours. Bon, le séjour s'est bien passé? Oui, ça se passe toujours bien, Ouaga. Bah, j'espère bien. En tout cas, toi, c'est sûr que quand on parle de Ouaga avec toi, on parle à un public conquis. J'aime bien Ouaga pour plusieurs raisons et je crois que le public ouagalais me le rend bien. Je m'en suis rendu compte encore pendant la cérémonie des Sotigui le week-end écoulé. Alors, quand tu arrivais au Sotigui, c'est vrai que tu nous as confessé être parti en campagne, mais est-ce que tu t'attendais à repartir avec le Sotigui du public? Alors, celui du public, oui. D'accord. Parce que pendant tout le mois d'octobre à novembre, il y avait un vote électronique Exactement. qui en même temps vous donnait les résultats et les tendances au jour le jour. Oui. Et je savais qu'à la date du 10 novembre, j'étais approximativement dans les 48% et mon poursuivant était dans les 15%. Ah, je me suis dit, je ne pense pas que sur le jour qui reste, ça peut encore changer. Mais bon, donc sur ce prix, j'étais sûr. Par contre, meilleur interprète masculin catégorie série télé? Ça, c'était un peu plus compliqué. Okay. Plus compliqué pas parce que je le pensais, parce que deux personnes m'ont dit c'est déjà bien, mais je t'avoue que ça va être serré. Hein. C'est des cinéphiles qui ont regardé les trois séries. Et il y en a un, John Francondo, qui est sur une page de cinéma gabonaise. Il m'a dit ah, ça va être dur. Waouh. Après, j'ai encore été stressé. Parce que, vous savez, dans ce genre d'événement, on écoute tout le monde vous donne son avis. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, ah, mais vous savez, souvent, dans les cérémonies d'awards, si vous êtes déjà là, c'est sûr que vous avez un prix. Ok. Donc après, il faut s'assurer, est-ce que les autres sont là? Ou pas. Et je dis, bon, d'accord. Donc, je prends l'avion. Et quand je fais escale à Lomé, je croise deux personnes qui sont dans la même catégorie que moi. Je me dis, ah, ouais, d'accord. Finalement. Ah, ça se corse un peu plus. Et puis, d'où toute l'émotion qu'il y a eu d'ailleurs pendant mon speech, parce que, voilà. Et j'ai tenu à savoir exactement, j'ai demandé à un ou deux membres de l'académie, parce que l'académie, c'est quand même assez mystérieux, vous ne savez jamais qui est membre de l'académie. C'est ça. Donc, il y en a deux ou trois qui ont été présentés. Donc, j'ai posé des questions pour savoir c'est quoi les critères, qu'est-ce qui vous emmène à décider tel ou tel. Et puis, donc, j'ai eu quelques réponses. J'ai dit, ah, d'accord, ok, merci. Et des réponses que tu peux nous confesser ou pas? Ben, une réponse technique que je puis vous donner, c'est l'élocution, la diction, comment vous dites vos phrases. La prestance que vous avez dans votre rôle, le rendu du rôle, le charisme que vous dégagez dans votre personnage. Il y a plusieurs facteurs comme ça dont on tient compte. Mais justement, parlant d'éloquence, de charisme, moi j'ai l'impression, quand je te regarde, qu'il y a un modèle qui te correspond et qui est en général écrit pour toi. Alors, oui et non. Okay. J'ai appris, lorsque j'ai fêté mes 50 ans, un jour. Il n'y a pas si longtemps. Dites ça comme ça. Et il y a eu un documentaire qui a été réalisé par la télévision chez moi. Et là, j'ai entendu un réalisateur qui a dit, Serge, en fait, quand nous avions fait telle série, nous avions écrit tel rôle pour lui. Parce qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc, en fait, c'est nous qui sommes allés le chercher. On savait exactement à qui on donnerait ce rôle. On l'a écrit pour lui. D'accord. Il y a des rôles comme ça. Et puis, il y en a qui disent je trouve bien que lui, sa tête correspond à mon histoire. Mais c'est ça aussi un casting, d'ailleurs. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des rôles que toi, aujourd'hui, tu ne te sentirais pas à l'aise d'incarner?
Là, je viens de jouer un rôle dans une série qui va être diffusée toujours par le même diffuseur que Cacao. Mais là, j'ai un rôle complètement à l'opposé Ok. Là, tu d'Elie nous Desva. intrigues, là. Ah non, non, rien à voir. Mais alors, rien du tout. D'abord, le look. C'est un personnage très droit dans tout ce qu'il fait, mais peu négligent sur ses aspects physiques. Il ne prêtera pas attention même à ses lunettes. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand on me les a données. Il a des lunettes qui sont cassées et donc il a rafistolé avec une corde. Ok. Mais c'est quelqu'un qui est très bien dans la vie, mais ça c'est les détails, il s'en fout. Effectivement, Vraiment c'est négligé. du Il prendrait un pantalon un peu plus gros, machin. C'était pas moi. C'est sûr que c'est pas Mais toi. je l'ai joué, voilà. Oui. Parce que je voulais aussi être quelqu'un de différent. Oui. Entre, par exemple, le mec idéal, vous êtes toujours chic. Quelqu'un m'a dit, ah, mais vous êtes toujours dans des rôles de beau gosse, vous. Hein. Bon chic, bon J'ai dit, genre. mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Il faut que j'apprenne à faire le fou la prochaine fois. Ouais, il faut qu'on voit ça quand même. On a envie. Donc voilà. Qu'est-ce que ces deux Sotigui représentent pour toi aujourd'hui? Ben, c'est une immense fierté. C'est un sentiment de satisfaction, c'est-à-dire que vous voyez vos efforts, votre travail récompensé tant par vos pairs que par les professionnels du cinéma. C'est un réel sentiment de satisfaction. Et l'état dans lequel je me suis retrouvé quand j'ai dit mon texte de remerciement sur le prix de l'interprétation était sincère. C'est un moment où je me dis, d'accord, 20 ans après, plusieurs années après, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez traversé des hauts et des bas. D'ailleurs, je me dis toujours que la vie d'un humain, fut-il un acteur, je la compare à cet être dans le coma à l'hôpital, comme quand j'étais Elie Desva. Vous voyez, il y a toujours un petit écran à côté avec une espèce d'aiguille qui monte, qui descend. Nos vies sont comme ça, elles montent, elles descendent. Et d'ailleurs, tant qu'elles montent et descendent, on vous sait en vie. Oui. Dès que ça se stabilise, on dit de vous un être mort. Donc mieux vaut affronter ces hauts et des bas. Ça vous permet également de voir votre capacité à affronter toutes ces cadences-là. J'en ai été très content et je remercie d'ailleurs l'Académie des Sotigui parce que pour la petite histoire, lorsque j'ai découvert ça, c'est sur la page du réalisateur que je l'apprends. Ah oui. Oui, parce qu'à l'époque, je savais que j'ai produit un film qui s'appelle Si loin, si près, Oui. où joue l'actrice camerounaise Blanche Pana, Blanche qui a Pana. été d'ailleurs récompensée. Meilleure actrice de l'Afrique J'avais été centrale. contacté pour envoyer ce film qui était, on va dire, en compétition. Oui. Mais à aucun moment on n'a parlé de moi. Et je ne sais même pas ce que je faisais. J'étais en tournage, je ne sais pas où. Et puis je vois des notifications. Alex Ogou vous a identifié. D'accord. Ok. Bravo déjà à Serge, t'es nominé à... Ah bon, d'accord. Je savais même pas. Ok. Après, je continue, je vois qu'il y a Maoula, je vois qu'il y a Angérique Nguessan, je dis, ah, ok. D'accord. Et je vais sur la page des Sotigui, je dis, alors, c'est quoi exactement, comment ça se passe, on est nominé et on doit faire quoi exactement? Moi, j'étais novice dans cet événement, Tu donc savais pas je forcément. pose des questions. Et j'en ris beaucoup parce que, par exemple, sur le prix du public, Oui. alors quand ils m'ont écrit, j'ai dit, je vais vous faire une confidence, ouais, parce que la série est nouvelle, mais je vois plus Alima qui partirait avec le trophée, parce que maîtresse d'un homme marié, ça marche, ça marche, ça marche. Et ils m'ont répondu, oui, c'est vrai, mais vous savez, nous, on tient compte du vote des téléspectateurs et des gens sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir 1 million de fans qui vous acclament, mais est-ce qu'ils ont le temps de prendre 2 minutes pour vous voter? Nous, on ne tient compte que des votes. Donc, ne vous dites pas que c'est gagné d'avance pour tel ou tel. J'ai dit, ah bon, d'accord. Dans Et ce puis, cas- la première semaine, j'ai vu que j'étais à 5000 voix. Je dis, ah, Ok. bon, d'accord. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir comment mettre en place une stratégie dans le monde. Quand on parle de vote du public, Ouais, c'est ouais. des élections comme des autres. Ben oui, Bah, mais voilà, donc il fallait aller en campagne. Tout simplement. Voilà. Et ça portait ses fruits. Et ça portait ses fruits et je remercie tous les fans, où qu'ils soient, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, parce que j'ai vu que j'ai eu une adhésion un peu de partout.
D'ailleurs, pour la petite histoire, la série est disponible via le bouquin africain en Europe et en Amérique. Donc, la diaspora peut regarder les séries africaines via ce bouquet qui s'est mis en place pour distribuer ces produits-là. Merci donc à tous les fans qui ont soutenu, qui ont voté pour moi, à Ouaga, à Zignaré, à Bobo. C'est les villes que j'ai retenues, donc je connais un peu les noms maintenant. C'est bien. Zignaré, Bobo, voilà. Donc, la preuve qu'on t'aime au-delà de Ouagadougou. Barca. Voilà. C'est vrai que tu t'améliores également, Moré. Ouais, parce que ça, j'ai appris ça quand je faisais le spectacle. Généralement, quand j'allais dans un pays, j'essayais de dire bonjour aux gens dans leur langue. Ça faisait qu'ils se sentaient plus proches. Donc, à chaque fois, j'essayais de dire ici, la fille bébé. Ah, Zakramba. Voilà. Donc, hier, j'ai vu que Gustave m'a appris encore 2 autres mots, mais que je n'ai pas encore bien retenus. Je les ai dans mon téléphone. On va les réviser après. On révisera ça plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne savent pas forcément que, peut-être pour la génération qui monte, que tu étais sur scène, que tu faisais de l'humour, du one-man show. Oui, oulala, j'ai fait du spectacle pendant longtemps. Et je suis arrivé par hasard. Je suis arrivé par hasard parce que, à la base, je travaillais au journal écrit et à la télé. Et je vais à un reportage en 93 sur un spectacle de Koffi Olomide. Okay. Et là, je crois que Koffi n'avait pas perçu intégralement son cachet. L'organisateur vient me voir et me dit, écoute le frangin, là je vais avoir besoin de toi, il faut que tu ailles raconter aux gens les histoires que tu me racontes souvent. Le spectacle, parce que la salle est pleine. Je dis, mais je vais dire quoi? Il me dit, non, on t'annonce. C'est comme ça que j'ai fait mon premier spectacle. Non. Je tire de cette soirée-là une leçon que m'avait enseigné mon prof en 5e. C'est quoi? Un texte de Luther King. Si la nature a voulu que vous soyez balayeur, balayez bien. Mieux que Beethoven quand il faisait sa musique, Shakespeare quand il écrivait. Pour qu'un jour on dise, ici vécut un grand balayeur qui faisait bien son travail. J'ai raconté des belles histoires ce jour. Et il y a un promoteur qui a acheté le spectacle de Koffi Olomide, mais il tenait à l'humoriste qu'il a vu en première partie. Okay. Et puis je vais dire son spectacle et il me paye 500 000 francs. On est en 93-94. Je dis, ok, on peut vous payer pour raconter des histoires. D'accord. Voilà. Et j'ai décidé d'en faire un métier, voilà, qui était d'ailleurs très mal perçu à l'époque, mal connu chez nous. Parce que même dans les chaînes de télé et de radio, j'en voyais des journalistes qui me disaient « Mais en dehors de ça, est-ce que vous n'avez pas un vrai métier ?» C'est-à-dire que bon, ils trouvaient que c'est brouillon, c'est bien, mais bon, derrière, il faut qu'on dise « Il est ingénieur agronome, il est journaliste, il est médecin. » Quand vous me dites « Est-ce que vous n'avez pas un vrai métier ?» Mais bon, voilà. Ouais, c'est la réalité des choses. Et finalement, en 2008, apparemment, tu mets ça au placard. Qu'est-ce qui se passe? Je ne mets pas au placard. Il y a eu des... Comme je dis, il y a eu des hauts et des bas. Oui. D'abord, j'ai voulu me marier. D'accord. Et ma copine à l'époque, avec qui j'étais resté un peu en France et en Afrique, j'ai été déçu de la réaction de ses parents. Quand j'ai demandé, j'ai fait venir ma mère pour demander sa main. Et là, mot pour mot, hein, ses parents ont dit à ma mère, oui, mais notre fille, elle vient d'avoir un BTS en France et tu crois qu'elle va épouser un humoriste aussi, un rigolo comme ça, est-ce que c'est bien? Ah, d'accord. Ben, c'est comme ça qu'on était perçus. C'est pas le rigolo là qui fait toujours des trucs. Voilà, on était perçus comme ça. Donc, pour montrer que je n'étais pas aussi débile qu'on le pensait, j'ai dit, je vais faire un concours à l'école d'administration. D'accord. Peut-être là, j'aurai un vrai boulot comme vous. Entre guillemets. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais un concours à l'école de préparation aux carrières administratives en 2005. J'en ressors en 2007. Quelques années après, je suis nommé chef de service dans un ministère, au protocole. Ensuite, à la présidence. Et je deviens quelques années après directeur du protocole. Et sauf que là, ce n'est plus compatible. Vous ne pouvez pas être directeur au protocole d'État et être sur la scène les week-ends. C'est pas possible. Ça ne marche plus. Voilà. OK. Mais là, en ce moment, c'est clair que... Dès que je suis parti de la présidence en 2013, ben, j'ai repris, je crois, 2 semaines après. D'accord. C'était vraiment une parenthèse, là, ouais, entre-temps. Ouais. 2020, Sotigui, en vrai, tu repars quand même avec 3 trophées. Oui, je m'en suis rendu compte ce matin. Et je m'en suis rendu compte qu'on s'est parlé, en fait. D'accord. Ouais, je peux dire que j'ai eu 3 trophées parce que j'ai 2 qui me reviennent en tant qu'acteur et 1 sur la prestation d'une
d'une actrice qui joue dans un film dont je suis le propriétaire, je suis le producteur. Et Voilà. vraiment, waouh, satisfaction. Bah, du coup, en ce moment, j'ai envie de dire que tu as une reconnaissance en tant qu'acteur, mais également en tant que casteur, si tu as été dans le casting, dans la direction du casting. Donc, est-ce qu'en ce moment, tu te dis, tiens, je sais déceler des talents? Dans son cas, en plus, c'est moi qui l'ai choisi. Ok. Quand j'ai décidé de produire le film, j'ai voulu être, je me suis comporté comme une entreprise parce que j'ai une boîte de com. Je me suis adressé, comme font beaucoup de réalisateurs aux États-Unis, je me suis adressé à une boîte de com, de casting, qui devait choisir tous les acteurs du film. Sauf que 2 mois avant, j'étais sur un tournage au Cameroun. J'ai rencontré une Gabonaise que je ne connaissais pas, qui jouait dans le film avec moi au Cameroun. Et j'ai donc décidé de la prendre, elle, dans un des rôles, et une actrice camerounaise aussi. Donc voilà, les 2 filles dans le film, je les ai choisies, oui. D'accord. Donc, si loin, si près, c'est ça le Si titre loin, du si film. près. Et l'actrice Blanche Bana, Blanche Bana, qui repart avec le Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique Afrique centrale. centrale. Waouh, franchement, donc double satisfaction. Oui. Bah, tu viens de t'en rendre compte, mais est-ce que ça change ton regard sur ton film? Ça change toujours mon regard. Comme je dis, c'était une première œuvre. Je prends ça comme un premier essai, comme on dit en littérature. J'ai subi les critiques, que je prends positivement d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de la critique. Elle me permet de corriger ce qu'il y a à faire sur une prochaine œuvre, si ça devait arriver. Donc oui, j'ai appris des différentes critiques, des suggestions qui m'ont été faites pour l'avenir. Si je devais produire un film, je sais désormais comment. Et avec mes différents voyages, aujourd'hui, je peux constituer une équipe. J'ai découvert, par exemple, sur le tournage de Cacao, un ingénieur de son sénégalais, Alioune Mbo. J'ai découvert sur ce tournage au cadre, un jeune burkinabé, Aziz Diallo, que je trouve formidable, que je recommande quand je parle avec des gens sur le continent. Je dis, écoute, franchement, je te conseille un gars que j'ai vu, Aziz. En fait, Aziz, ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas le gars seulement à la caméra. J'ai vu ses discussions avec L'Oréal. Il dit, L'Oréal, non, moi je ne filme pas ça, ce n'est pas crédible. Ok. Sur tel plan, on a fait ça, donc je me dis, Il est après, plus je te engagé dis, moi, je te dans- dis, après, tu Ouais. fais comme tu veux, mais ça, je ne le ferai pas. Parce qu'en plus, sur le générique, c'est mon nom. Donc, un pro qui regarde, il dit, non, mais c'est quoi? Non, ça, je ne suis pas d'accord. D'accord. Après discussion avec L'Oréal, waouh, ils tombent d'accord. Beaucoup de gens ne font pas ça. Beaucoup ont dit, tiens, toi, mets la caméra là, filme là, fais comme ça. Ah ouais, d'accord. Il se contente de filmer. Ouais, donc je prends le temps de voir les talents qu'on a sur le continent et on en a. Et on en a. Franchement, par exemple sur Cacao, j'ai vu que le chef Machino venait du Burkina. Ok. Monsieur Kafondo d'ailleurs qui nous a quittés Malheureusement, pendant ouais, le tournage. Donc j'ai vu que nous avons des compétences. Le Burkina a fourni aussi le chef décorateur, venait du Burkina, Ok. Papa. Donc voilà, on a des compétences partout. Oui, Franchement. et il faut savoir justement les trouver et les exploiter. Mais c'est Convenablement. donc pendant mes voyages, j'ai toujours mon téléphone. J'écris vite parce qu'il y a un petit stylet. J'écris le nom et prénom. D'accord. Dis-moi, toi, si tu viens tourner, combien ça coûte? J'ai dit, Ah, en fait, l'homme d'affaires est jamais loin, en ah fait. ben écoute, ouais, je réfléchis. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si j'ai un projet, je sais où j'irai trouver Oui. mon cadreur, je sais où j'irai trouver mon ingénieur de son, je sais où j'irai trouver la lumière. Donc, voilà. C'est vrai que ça, c'est très important pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie du cinéma, parce que n'étant pas au devant de la scène, souvent, il n'y a que les professionnels qui prennent le temps de lire le générique fin. Ouais, c'est pas faux. Les cinéphiles, bah, dès que les premières Non, non, ils ne lettres regardent pas passent, ça. non, du Ils tout. regardent pas ça. Mais Tranquille. justement, en fait, vous savez, aujourd'hui, tout le monde chez lui a envie d'avoir un home cinéma. C'est ça. Ça sert à quoi? On veut une qualité sonore. Mais cette qualité, vous l'avez d'abord pendant le tournage. Si une séquence, je dors, au lieu de me mettre un micro là, vous venez avec une perche, vous m'obligez à faire mes ronflements plus forts et ce n'est pas crédible. Donc, il faut rendre les choses dans leur contexte et convenablement. C'est comme une chaîne. Voilà. Chaque maillon doit Et bien sûr, c'est bien des métiers. s'emboîter pour que C'est des métiers. Ce sont des métiers.
l'acteur, le technicien, c'est des métiers. C'est pour ça que je refuse à chaque fois quelqu'un qui dit « Moi, si j'ai une caméra, je peux faire un film. » Non, tu n'es pas un réalisateur, il faut arrêter. Il faut arrêter. À l'hôpital, quand vous y allez, tout le monde porte une blouse. Mais ils ne sont pas tous docteurs. Du tout. Il y a la sage-femme, il y a le brancardier, il y a chacun avec sa blouse et sa couleur. C'est ça, exactement. C'est des métiers. Il faut mettre un accent sur la formation. Et justement, il faut aller à l'école pour cela. Ouais. Et heureusement, nous, on a l'Institut supérieur de l'image et du son. Bravo. Donc, qui est fort. Justement, d'où est Mais ici je sais Aziz que... Diallo. Oui, ah d'accord. Oui, mais je sais qu'il y a d'ailleurs quelques Gabonais qui ont été à l'école ici. Oui. Oui, je sais parce que M. Razmané m'en a parlé. Oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est important, il faut se former. Donc, en tout cas, il faut se former pour pouvoir avoir le titre. Parce que c'est vrai que sur le tas, on apprend, mais après... Mais ça a des limites. Oui, exactement. Ça, c'est limite. C'est important. Ouais. Alors aujourd'hui, dernière question. Toi qui es passé par les Sotigui, qui a quand même vu ce qui s'y passe, si aujourd'hui on te demandait une appréciation générale de cet événement? Alors, c'est une très belle cérémonie. Une très belle cérémonie. Vous savez, comme toute œuvre humaine, il peut y avoir quelques défauts. Mais le contexte d'imaginer cette cérémonie qui met en vedette les acteurs, c'est quelque chose d'important. Vous savez, beaucoup de nos films, je suis venu ici, j'ai regardé un film de Dany Kouyaté qui s'appelait Sia, le rêve du python. Lorsqu'on dit Sia, le rêve du python, de Dany Kouyaté, mais d'accord, mais le cinéphile qui paye, est-ce qu'il va voir Dany Kouyaté? Du tout. Quand quelqu'un vous dit Titanic, il vous dit « Ah, c'est Leonardo DiCaprio ». Parfois, il ne connaît même pas le réalisateur. Non. Oui. Et en général, on dit les films de Leonardo DiCaprio. Voilà. Là. Donc, je crois que c'est des occasions pour mettre vraiment en vedette les talents que regorge le cinéma africain, les acteurs. C'est très important. Et ils se sentent honorés. Ce genre d'événement, on le vit à Cannes. Franchement, ça devient une référence. J'ai vu hier, moi-même j'ai des gens que je vois au cinéma que je n'avais jamais rencontrés, comme mon ami qui venait du Nigeria. Tout le monde le connaît au Gabon, on a vu le cercle des milliardaires. Mais c'est l'occasion justement de rencontrer toutes les célébrités du cinéma en Afrique et de la diaspora. Même pour nous-mêmes, c'est un cadre de rencontre, d'échange, on partage nos expériences et on a la possibilité de discuter du futur. Oui, de faire du réseau. Merci à cette photo qui a été faite ici au Burkina d'ailleurs. C'est magnifique d'ailleurs. Oui, c'est un photographe burkinabé qui m'a contacté sur Instagram. Il me dit « Ah, j'ai envie de vous prendre en photo. » Ah bon, d'accord. Et il a fait du bon travail. Merci beaucoup. Franchement. Merci. Et encore bravo. Eh bien, on va pas te retenir plus longtemps parce que tu prends ton avion tout à l'heure. Oui. Il va falloir quitter le Burkina. Mais tu reviendras. Oui, je reviens probablement déjà en février. Super. Pour le FESPACO. Et probablement pour un autre projet, parce que je suis venu l'année dernière pour une série avec une amie, Kadi Traoré, qui s'appelle Femme au foyer. Oui. Donc, il m'arrive de travailler ici. D'accord. Et voilà. Super. On te trouvera une parcelle. À Ouaga 2000 On verra. Sinon, à côté de Slimandé, il y avait un endroit qui s'appelait à l'époque le Palais des Viandes. Il y avait une petite forêt là. Moi, si vous me donnez une parcelle là, je suis preneur. D'accord, on verra comment. Ou en face du café de Koulouba. J'aime bien, j'ai mes petits... Tu as déjà tes espaces stratégiques, d'accord. Donc, ça ne va pas être difficile de trouver là où tu as envie de rester. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Franchement, c'est moi qui vous remercie. Et vivement qu'on se retrouve pour une autre émission, pourquoi pas, pendant le FESPACO, pour parler toujours et toujours de la culture africaine, du cinéma. Bon voyage de retour. Barka. Je te dis à très vite. Merci. Eh bien les amis, on s'accorde une petite pause avant de recevoir mes prochains invités avec eux. On va rester dans l'éloquence parce qu'on parle de prise de parole en public. C'est de grands orateurs, vous allez vous en rendre compte. C'est juste après cela. Vous avez un traitement quotidien. Prenez place et dites-moi ce qui ne va pas. Ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Sunkatekla wotole mamba wa paleli kdatita ye siria sunsanga nkotonfa ubyitu byame
Sukale twins abne baraye Yum katek tim suro Wafara bantebo Tita lirle atoro Le bar bam nongo Ubetev ne blafie Kale woye Vous savez, votre vie ne peut plus jamais être la même depuis que la maladie vous a mis dans des problèmes. Je ne peux pas prendre le médicament à votre place. Je peux juste me rassurer que votre traitement soit efficace. Vous donner des conseils pour vous aider à supporter. Vous promettre d'être là pour vous aider à lutter. Une maladie chronique est un tournant de la vie qui change vos habitudes et en plus qui vous a servi, qui vous fait naviguer entre espoir et désespoir et souvent sursauter à la vue d'un corbillard. Depuis ce jour où votre diagnostic est posé, c'est une guerre à vie que le mal vous a déclaré. Vous avez des questions qui restent sans réponse, des plaisirs de la vie auxquels il faudra qu'on renonce. L'impression d'être une charge pour la famille à un moment de la vie où vous êtes moins nantis. La prise des médicaments et leurs effets secondaires et aussi le changement de régime alimentaire. Une maladie à vie n'est pas facile à accepter. Lorsque le diagnostic tombe, on devient comme un condamné. Et des gens qui souffrent comme vous sont des millions dans le monde. Et ce nombre augmente chaque minute et chaque seconde. Vous voyez, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Vous êtes diabétique, il y a ceux qui ont l'hypertension. Il y a ces personnes dont leur hépatite angoisse et qui ont l'impression de flirter avec la poisse. Il y a ceux pour qui marcher est devenu un supplice car les arthroses ont démoli une partie du rachis. Certains chaque jour supportent la douleur des aiguilles et d'autres ne peuvent se déplacer qu'avec l'aide des béquilles. D'autres passent leur vie accrochés à des bouteilles d'oxygène. Pensez-vous qu'il y a une situation qui soit plus anxiogène? Et bien nous voilà de retour sur notre plateau, je vous le disais. Alors, cette fois-ci, je me demande si je ne vais pas juste passer le témoin et regarder faire pour apprendre auprès des maîtres de la parole, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de les recevoir. Alors, vous êtes certainement nombreux à apprécier fortement cette émission des débats oratoires sur la télévision BF1, et il y en a qui sont très impressionnés par l'éloquence et le phrasé des participants. Eh bien, sachez que c'est vrai, il y en a qui ont le don naturel de le faire, mais d'autres également peuvent se permettre de l'apprendre. Quand je dis d'autres, je parle de vous qui vous dites « Ah, mais moi, je ne peux pas parce que… » Forcément, on peut y arriver. Ce n'est pas mon invité Thomas Dakin-Ouedraogo qui va dire le contraire. Comment ça va? Stéphanie, je vais très bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, en face de Thomas, on a une qui nous a ramené tellement de trophées qu'on ne cite plus. J'étais en train de dire juste tout de suite en coulisses. En fait, si tu es, on suppose, une scène du jugement, et si tu es en face d'elle, c'est elle, l'avocat qui est en face, au moment de faire le plaidoyer, je ne sais pas si tu dois passer avant ou après, parce que sinon peut-être tu risques de pencher dans la balance en sa faveur. On a le plaisir d'avoir pour vous aujourd'hui Salimata Somé Traoré. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, on reparle tout de suite. En attendant, je finis les présentations. Juste à côté de toi, un jeune homme également qui a le verbe très facile, qui arrive avec une certaine aisance à trouver les mots qu'il faut, quand et comme il faut. Dominique Ouedraogo, comment ça va? Je vais bien. Et toi, Stéphanie? Ça va également. Et tu fais de la maîtrise de cérémonie? En effet, je suis maître de cérémonie. Je dirais junior parce que je n'avais pas commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Combien de temps? Ça fait bientôt 2 ans. Ça va. Tu montes bien. Parce que moi, je le fais depuis 4 ans, donc ça va. Mais justement, lorsque je suis sur la même scène que toi, je suis obligé de dire junior. 2 ans, 4 ans, tu sais, si on était à l'école, on est toujours dans la maternelle tous les deux. Donc ça va. Parce que je suis peut-être en grande section, mais tu es en petite section, c'est toujours la grande maternelle. Donc t'inquiète pas, ça va, ça se goupille. Alors, je reviens à Thomas, oui. Les débats oratoires. Oui. D'où ça vient?
Déjà, à ma 4e, on m'appelait le chercheur. Ok, Parce que tout simplement, j'aimais débattre. ok. Et tu me convaincs aujourd'hui avec des éléments et sois-en sûr que je revienne demain à la charge. Ok. Et cette fois-ci, en tout cas, avec pas mal d'arguments encore pour te convaincre. Donc, très tôt, j'aimais, j'étais passionné. Et un film, Great Debateur, que je suivais en 2007-2008, m'a Oui, beaucoup... que moi, ce qui m'a impressionné, je te Oui. promets, je l'ai vu, j'ai dit waouh. Ouais. Donc, en 2007-2008, ça m'a impressionné et j'ai dit waouh. Et ça, bien. oui, pourquoi pas. Et c'est là, à partir de 2010, avec l'association, on a développé l'initiative, on a essayé d'en faire un projet. Ok. Mais officiellement, c'est à partir de 2012 que nous avons démarré justement le premier championnat national de débat et d'art oratoire du Burkina. D'accord, ok. Et il y a eu beaucoup d'adhésions immédiatement ou Oui. il y a eu de la timidité? Timidité, c'est surtout dès les formations, dès le départ, Oui. oui. Mais avec le temps, même ceux qui étaient timides ou celles qui étaient timides dès le départ, au sortir du championnat, ne se reconnaissent même plus. D'accord. Pour cette petite histoire, et en 2012, à la finale du secondaire, un des orateurs a invité ses parents. Ok. Donc, Josias Djendjere, je vais citer son nom. D'accord. Oui. Donc, et à la fin de la finale, sa mère m'approche, sa mère me dit, donc tu me caches quelque chose alors? Parce que ça, je ne connaissais Je ne pas. savais pas que mon fils, il Je était ne savais comme pas ça. que mon fils était en mesure de faire ça. Ok. Donc, dis-moi hein, si tu me caches d'autres choses encore. Voilà, déballe-moi tout là tout de suite pour que j'ai plus de surprises. Oui. Ok. Et Oui. donc, depuis 2012, ça poursuit son petit bonhomme. Oui, Ça fait depuis 8 ans. 2000, oui, 8 ans. Et sérieusement, à l'espace de 3 ans, nous avons voulu même sortir du Burkina Oui. et pour compétir à l'extérieur. C'est là, déjà en 2014, Et vous êtes nous avons sortis. pris part au championnat du monde de débat. C'était à Paris. Ouais. Et nous sommes allés avec 2 équipes. Oui. Une équipe de IAM et puis une équipe du LUSTA. Oui. Et l'équipe de LUSTA a atteint les demi-finales, Ok. déjà en 2014. Est-ce que c'est pas un peu parce que toi et Lusta, vous êtes homonymes? Oui. Ah, mais malheureusement, on ne me paye pas de droits d'auteur. T'es sûr que toi aussi, tu ne devrais pas des droits Mais d'auteur? je suis plus né haut? avant l'université, donc... Oui, D'accord. c'est une histoire d'amour Oui. entre l'université Saint-Thomas d'Aquin et moi, parce que le recteur lui-même, mon papa a eu à travailler dans le même bureau que lui. Ah, d'accord. Donc déjà, Ok, ça s'explique. quand on s'est rencontrés, et puis dès les premières heures, l'USTA, et je peux dire encore, Aube Nouvelle, IAM, sont les 3 premières universités qui se sont données à fond même Et dans qui le vous ont projet. accompagné. Oui. D'accord, ok. Salimata, comment toi tu arrives au débat? C'est en fait vraiment dès le départ aussi, hein, en 2014 Oui. plutôt, quand je suis arrivée à l'université Aube Nouvelle, puisqu'il cite l'université. Et c'est vrai qu'il y avait déjà cet engouement pour l'activité et tout, mais l'administration ne s'y était pas réellement mêlée. Mais quand moi j'ai eu l'information sur la formation, je me suis inscrite. Et c'était assez timide la participation à cette formation. Et je crois que j'étais la seule étudiante de l'université Aube Nouvelle Bobo à l'époque à y participer. Et surtout que c'était une première délocalisation de la compétition sur la région des Hauts-Bassins. Et quand j'ai participé à la formation, j'ai trouvé l'initiative très belle et c'était une forme de débat qui me parlait vraiment et tout. Et j'ai tout de suite pensé au fait qu'il fallait que je participe à la compétition. Parce que la formation, elle était un peu détachée. On pouvait participer à la formation sans participer à la compétition. Mais moi, je ne voulais pas m'arrêter en si... Oui, je ne voulais pas m'arrêter en si bon chemin. Je me disais, non, il fallait que j'aille voir ce qui se passe là-bas, quoi. Ok. Et du coup, quand je me suis renseignée sur les conditions de participation aux compétitions, j'ai été plus ou moins désagréablement surprise, on va dire, parce que j'étais tellement motivée, je ne voulais pas que quelque chose m'arrête, parce que je pensais qu'on pouvait y participer toute seule. Ah, il faut juste venir avec toute ta motivation et on te prend. C'est ça. Et comme on m'a dit que c'était un débat sous format parlementaire et qu'il fallait obligatoirement 4 débatteurs, je me dis waouh, déjà que je suis la seule participante de l'université. Comment je fais pour constituer et j'étais à ma première année, je ne sais pas comment je vais mobiliser les autres en fait. Ok.
Mais bon, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai essayé de parler autour de moi à des amis, je les ai motivés pour leur faire comprendre que c'était bien, ça pouvait être une riche expérience pour nous tous et qu'il fallait qu'on s'y mette, quoi. Ouais. Et que malgré qu'ils n'ont pas suivi la formation comme moi, on pouvait s'aider et se faire accompagner par d'autres personnes qui nous ont devancés dans le domaine et pouvoir mieux se préparer et franchir le cap de la compétition au plan régional et éventuellement aller au championnat national. Et Dieu merci, j'ai réussi à mobiliser des camarades et on s'est entraîné, on a pu passer le cap des compétitions au niveau de la région. On a été premier de Bobo. Déjà, l'administration était assez épatée. Et donc, ils se sont encore plus impliqués. Ça, ils ont sûr. financé notre voyage à Ouagadougou pour participer à la compétition nationale en 2014. C'était notre première participation. Malheureusement infructueuse, mais c'était en tout cas riche en expérience. Oh, mais pas infructueuse, justement, puisqu'il y a l'expérience également. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, comme on dit, l'essentiel parfois, c'est de participer et de pouvoir tirer des leçons pour Il y a pouvoir toujours devenir quelque encore chose plus à fort. prendre. Et il y avait de quoi. Parce qu'en 2015, quand on est revenu, c'était pas pour repartir les mains vides. Tout simplement. Oui. Et donc, Et au final, aujourd'hui, tu as eu combien tu as remporté combien de concours de débat? trophées, attestations, distinctions, parce que j'ai participé à des compétitions où ce n'était pas forcément le prix, mais au moins une dizaine de titres. Quand même. Oui. Ok. Et les phares sont connus de beaucoup de gens. Et celui dont je suis le plus fier d'ailleurs, et c'est le dernier en date, c'est le championnat international de débat francophone que j'ai remporté en 2017 au Liban. Bravo. Merci. Alors, Dominique, c'est quoi l'histoire avec toi? Alors, moi, mes débuts avec le débat oratoire, c'était en 2015. D'accord. En ce moment, je n'y connaissais pas grand-chose. C'est juste qu'il y avait les 10 ans de notre université. Vous avez remarqué que les débats oratoires et les universités, c'est Ouais, apparemment, il y a une forte alliance. Oui, ça se passe à l'université, oui. C'est une forte alliance. Oui. Pour les 10 ans de notre université, il y avait une compétition qui avait été lancée dans différents domaines. Il y avait du slam, il y avait de la danse, il y avait de la poésie. Il y avait des débats oratoires. Ok. Et c'est la première fois que j'entendais parler de débat oratoire. Ok. Je n'y connaissais pas grand-chose, mais j'ai vu le premier prix 100 000. 100 000, ça, je connais. alors, automatiquement, je me suis inscrit sans savoir où est-ce que je mettais les pieds. Je me suis inscrit. J'ai dû trouver rapidement un binôme. On est allé. Mais on ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire. On a eu une rapide petite formation en 1 heure, 2 heures. On pensait qu'on était calé, mais premier match, élimination directe. Waouh. Et c'est là qu'on a su que c'est pas si facile que En ça. fait, il ne s'agit pas juste de venir. Non, il ne s'agit pas juste de venir. Et c'est la même année, lors de la finale, c'était au CAO, lors de la finale, il y a les deux équipes qui sont affrontées plutôt. J'ai assisté, j'étais émerveillé. En fait, c'est quasiment mon seul souvenir de la soirée. Je suis resté bouche bée. D'accord. Je disais, c'est pas possible. C'est des camarades à moi qui font ça. Il faut qu'un jour, moi également, je puisse faire la même chose. Oui. Et j'ai vu en fait l'écart qu'il y avait entre leur niveau et mon niveau qui était quasiment inexistant. Et la petite anecdote, c'est que justement ceux qui ont gagné lors de cette compétition-là, il y avait Jonathan Ouedraogo et Ashken Ouedraogo. Il y a le dernier qui s'est malheureusement retiré du domaine. Mais le premier, Jonathan Ouedraogo, est aujourd'hui un collègue et un ami. On a participé finalement à des compétitions ensemble et aujourd'hui, on donne des formations ensemble. Donc, toi qui n'avais pas de niveau, maintenant tu formes. Oui. Ça veut dire que ça mérite d'être fait. Il était motivé par l'argent. Finalement, on l'a attrapé autrement. Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu, mais ça tu m'a as été retenu. conquis. Ça m'a retenu. Ouais. Exactement. Donc, on a un exemple comme Dominique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui peuvent être motivés, soit par le prix qu'on donne derrière, mais qu'est-ce qui peut vraiment motiver un jeune à se lancer dans cette histoire de débat oratoire? Surtout pour un jeune qui est super timide, qui est dans son coin, qui, dès lors qu'on a un rassemblement de 3-4 personnes, ne sait plus comment trouver des mots. Comment il pourrait arriver à faire des débats oratoires? Il faut déjà que la personne ait la volonté de dépasser cette peur. Ok. Parce que le plus souvent, c'est la peur qui sous-entend en réalité cette manière
de se comporter. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi? C'est que dès notre naissance, et très jeune âge, on apprend à parler, on apprend à utiliser les mots, mais c'est surtout un moment quand l'enfant commence à... Tu es bête, non? Voici des mots qui sortent de la bouche de l'enfant qui rapidement, il est sanctionné, il est corrigé. Mais en général, qu'il a entendu ailleurs, l'enfant ne répète que ce qu'il a entendu. Mais il y a surtout des phrases maintenant en ce moment, c'est quoi? On commence Fais à attention. censurer. Voilà, on commence à censurer petit à petit. D'autres, c'est à partir de l'école, pour ne pas être ridicule, pour ne pas paraître idiot. D'autres, c'est avec le temps, et est-ce que je maîtrise le sujet, ainsi de suite. Donc, il grandit souvent avec cette peur-là. D'accord. Maintenant, pour s'en sortir, il faut déjà que la personne ait la volonté. C'est là, d'abord, c'est la base. Il faut une volonté personnelle de la personne. Voilà. Je vois telle personne parler. Voici, par exemple, une Dominique. Motivation autre. Merci. Oui. Voici Dominique. Oui, par exemple. Oui, mais je pense que dès le départ, ça peut motiver. Oui. Mais à la fin, vous avez vu, quand il explique, ce n'est plus ça. Parce que ça disparaît. Parce qu'il aurait pu dire, il n'a pas gagné, on laisse tomber. Mais il a été retenu par autre chose. Mais surtout, ce qu'on peut retenir dans ce qu'il vient de dire tout de suite, c'est quoi? C'est avoir peut-être une idée, ou bien une personne, un mentor, ou bien tu vois, par exemple, les gens se parlent très bien et toi, tu te dis, waouh, je vais parler comme Stéphanie. C'est sûr même que tu as des amis cachés qui aimeraient parler comme toi. Tu vas voir, avec le temps, dans 10, 15 ans, il y a de ces filles qui vont être des meilleures présentatrices, mais dans leur propre histoire, on dit que c'est Stéphanie qui m'inspirait. Donc, c'est très bien déjà d'avoir des sources d'inspiration. De se dire, par exemple, je veux ressembler à telle personne, à Barack Obama, je veux ressembler à Thomas Sankara. Donc, c'est souvent ça que maintenant, on peut utiliser maintenant pour t'amener à sortir de cette peur. OK. Moi, j'ai envie de savoir, Salimata n'a jamais eu peur de prendre la parole en public? Ah, que si. Oui, parce que on ne le pense pas toujours, mais même les plus grands orateurs sont sujets à ce stress, à ce tract. OK. Oui. Et tout ce qui fait la différence, c'est la façon de le maîtriser. Et en ce moment, il faut se connaître, il faut connaître ses limites, ses aptitudes et ce qui nous apaise avant la prise de parole. Parce que, quoi qu'on puisse dire, on n'est pas toujours suffisamment au top à 100%. Et le meilleur orateur, c'est celui qui sait improviser, celui qui essaie de parler du mieux qu'il peut dans un contexte où il n'a absolument rien préparé. D'accord. Et du coup, c'est des occasions qui arrivent. On pense que c'est un acquis, mais pas toujours. Donc, j'ai eu peur à des occasions de prendre la parole, mais pas une peur qui m'a retenue de le faire. Parce que je me suis toujours dit qu'en fait, tant que le premier mot ne sort pas, on n'est jamais sûr d'être à la hauteur. Ne dit-on pas que les plus grands voyages commencent par un premier pas? Un premier pas. Donc le premier mot amènera la suite du discours. Tout à fait. Et mais c'est avec un les blanc techniques. au milieu de ton discours. Justement. C'est en ce moment qu'interviennent les techniques qu'on apprend en matière d'art oratoire et tout. D'accord. Comment essayer de remplir ce blanc, comment essayer d'improviser et envoyer avec de l'humour des anecdotes ou des choses qui permettent de masquer en fait ce blanc. Parce que ça, quand je me suis écoutée plusieurs fois à des occasions de compétition, j'ai souri toute seule parce que moi seule savais à l'instant T le blocage que j'avais. Oui, mais maintenant, vu que je me suis dit, je suis la seule qui maîtrise mon discours à 100%. Personne ne sait qu'il y a quelque chose qui manquait. Justement, personne ne devinera que ce que je sors à l'instant T n'a pas été préparé. Et parfois même, c'est ces coups d'improvisation qui réussissent le mieux. Et je me rappelle de la compétition au Liban, où il y a un débatteur qui m'a posé une question, mais c'est cette question qui m'a encore donné beaucoup plus d'aide. Lui qui pensait te casser avec ça? Justement. Et vu que ça m'a ramené en fait sur un piédestal, je me dis, waouh, je peux aller sur cette lancée. Et du coup, ils étaient eux-mêmes bluffés parce qu'il s'est dit, oh, j'aurais pas dû lui poser cette question. C'est ça. Ouais. En fait, le mec, avant de venir s'éprouver, il dit, avec ça, je trouve le moment, je balance ça, je la casse et j'ai gagné. Tout à fait. Et après, il dit, en fait, je crois que je viens de faire une bourde là. Absolument. Et je crois que pour ceux qui m'ont eu en compétition face à eux, beaucoup m'ont fait, je crois que c'est plus ou moins une qualité, beaucoup m'ont fait la remarque que j'avais une répartie assez... on va dire quoi, assez rapide et tout. Parce que de la répartie, oui, je prends les gens au mot, je prends les gens au fait, je prends les choses au tic.
Et c'est cette spontanéité qui parfois donne encore plus de tonus, on va dire. Et Ouais, c'est plus... vrai. Comme quoi, dans un débat. Ah oui. Alors, Dominique, toi, par contre, on a l'impression que tu es à l'aise sur scène, comme si tu y étais né. Est-ce que tu as jamais peur de prendre la parole en public? Souvent, lorsque je le dis, on pense que je m'amuse, mais au fond, je suis un grand timide. Ok. Et c'est vrai en plus, parce que Ok. jusqu'à l'université, j'étais quelqu'un de très enfermé. Le genre de personne qui passe le temps dans la bibliothèque. Et d'ailleurs, pendant que les gens avaient pour passion de jouer au foot, d'aller dans les KMS, les nuits culturelles, moi, ce qui me faisait triper, c'était de lire des bouquins de 1000 pages. Ok. Non, non, lycée- là, c'était un garçon. C'est sûr, à l'école, on disait, t'as vu le garçon bizarre là, il tient encore un gros livre. Justement, parce que et j'évitais à chaque fois que j'avais l'opportunité de me mettre au centre de l'attention. Oh, Parce mais que c'est là où dommage je me avec tout ce que tu sais dans les livres que tu lis. Parce que l'avantage justement de lire comme ça, c'est de savoir beaucoup de choses. Justement, Et tu les gardes pour toi seul. oui, mais parce qu'à l'époque, j'avais peur des gens. Ah, Et c'est justement... tu avais peur de quoi? Est-ce que tu peux dire concrètement de quoi tu avais peur quand tu dis que tu avais peur des autres? Qui au passage, étaient tes camarades de classe. Oui, j'avais peur des gens, j'avais peur du regard des gens. D'accord. Je suis quelqu'un, aujourd'hui je vois que c'est plutôt une qualité, mais à l'époque ça m'a arrêté beaucoup. Je suis quelqu'un qui facilement lit les gens. D'accord. Donc j'arrive souvent à interpréter le langage non verbal et déjà avant que les gens ne parlent de moi, souvent je sens que dans leur regard on se disait ah voici encore il se joue les intellos, c'est lui qui tout le temps qui lit, il veut dire qu'il aime lire. Souvent un livre qui est au programme de l'année L'année suivante, d'après. moi je l'ai déjà lu l'année précédente. Et souvent tu sors souvent des petits mots. Pour eux, c'est des gros mots, c'est du français soutenu. Mais toi, c'est des mots que tu rencontres souvent dans les livres. Toi, tu le sors naturellement, on dit que tu fais le malin. Du coup, vu que... Mais en fait, ça me fait sourire parce que j'ai vu ça dans une scène où une petite fille qui a changé de lycée qui dit à l'occurrence à ses amis, ils vont dire depuis qu'elle a changé d'école, elle utilise des mots qu'on ne comprend pas. Ce qui fait que j'évitais de parler, parce que Oui. j'évitais d'être jugé, qu'on se Ouais, dise c'est encore vrai. qu'il fait Bah, et exprès. surtout quand on est adolescent, c'est vrai que C'est le ça. regard de l'autre, ça compte Et il est énormément. dur, le regard ouais. des gens est très dur. Ce qui fait que, justement, tu as dit quelque chose de très important. Après mon bac, je me suis assis et j'ai discuté avec moi-même. Je me D'accord. suis dit, justement, c'est bien, tu lis, tu apprends beaucoup de choses. Mais il faut qu'à un moment, tu te rendes compte que le meilleur des livres ne se trouve pas sur des papiers, mais c'est les gens. Il faut aller à l'encontre des gens, il faut partager avec les gens. Car ce que tu apprends dans les livres, tu peux apprendre 10 000 fois plus. Parce que c'est avec des gens qui ont écrit les livres. C'est ça. Oui. Et donc, il a fallu en fait que je fasse un travail sur moi-même qui a pris du temps. Hein. Avant même la première compétition de débat oratoire, j'ai d'abord commencé étape par étape. Ok. Tu vois ce qui manque aux gens. Il y a des gens qui voient quelqu'un de super éloquent, de super charismatique, et ils veulent faire ça en une journée, en une semaine. Ça prend du temps. Mais comment tu l'as fait? Tu l'as fait tout seul? C'est vrai que toi, à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu étais très renfermé. Oui. Mais est-ce que ce processus de pouvoir maintenant facilement prendre la parole devant les gens, tu l'as passé tout seul ou tu as eu droit à un accompagnement ou tu as trouvé une méthode? Comment tu as fait? Je dirais un peu de tout ça, mais en grande partie tout seul. Parce que je me suis donné des objectifs. Au début, j'ai commencé par quelque chose de relativement simple, qui était de faire la lecture. Ok. La lecture à l'église. Ok. Ça a l'air facile dit comme ça, mais c'est pas tout à fait facile parce que pour quelqu'un d'assez timide, se retrouver face à 2000 paires d'œufs qui te regardent et on te dit tu es en train de lire les paroles sacrées et tout, c'est ça, un stress pas possible. Au début, j'ai commencé par ça, c'était pas simple. Il m'a fallu du temps pour pouvoir m'habituer déjà au regard des gens Oui. et ne pas dire quelque chose que je pense, mais lire tout Oui. simplement. Oui. Après cela, j'ai commencé par le théâtre. J'ai continué par le théâtre plutôt, D'accord. toujours à l'université. D'accord. J'ai fait une année de théâtre et c'est juste après le théâtre que j'ai rencontré les débats oratoires. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que la première année où j'ai participé, j'ai perdu, comme je l'ai dit, en 2015. Oui. 2016, j'ai reparticipé à la compétition de notre Oui. université. J'ai perdu en demi-finale. Ok. C'est en 2000. Mais tu te rends compte du Bien progrès. sûr, bien ça sûr. avance, ça Et évolue. c'est justement à la troisième fois que j'ai participé à la même compétition que j'ai remporté. Ok. Sans avoir eu à suivre une formation particulière ni autre. J'étais autodidacte. D'accord. J'apprenais par moi-même, je regardais les gens, je regardais les styles pour créer le mien. Et juste l'année d'après, j'ai remporté le championnat national en 2018.
D'accord. Et il s'est suivi un certain nombre de titres. Mais en même temps, ça veut dire que dès lors que tu as découvert les débats oratoires, Oui. tu t'es dit, il faut que je devienne champion national. Oui. Et souvent, quand on dit souvent que le regard des jamais, là c'est un peu plus amusant. Oui. On avait un groupe justement, puisque au bout d'un moment, on tenait un club Ouais. à notre université qui s'est quand même pas mal illustré au cours des années sur le plan national et international, parce qu'il y a pas mal de champions qui font la fierté du Burkina qui sont sortis de ce club-là. Ouais. Et on tenait ce club, on était 3. Le club a été créé par Simply Zomblé, mais on était 3 à le tenir. Jonathan Ouedrao, dont je parlais tantôt, moi-même et Fabius Awanou. Et j'étais le seul à ne pas avoir de titre. D'accord. Alors, tu es Et juste on là. m'appelait le roi sans couronne. Ok. Parce que tu es juste là. En fait, il est là. Je suis là. On ne peut pas compter sans lui. Mais en fait, quand on arrive à lui, on ne sait pas quel titre donner. Il n'y a pas de titre. Ok. Les autres ils disent je suis champion de ça, je suis champion de ça. Et il est mais là, lui, hein. il n'avait pas de titre. Il En même est temps, là. ils avaient commencé avant moi. Bah oui. Mais du coup, alors qu'on donnait les formations ensemble, mais il a fallu quand même que tu puisses avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que justement, il y a déjà un gap à travailler. Parce que eux, ils ne sont pas arrêtés. Bah non. Ils ne sont pas arrêtés pour que tu les rattrapes. Ils continuent d'évoluer. Donc, il faut que tu saches que tu dois faire beaucoup plus d'efforts. Et ce que j'aime souvent dire, c'est que les aigles tutoient les sommets, les escargots aussi, sauf qu'ils en bavent. Wow. Ok. Moi, j'ai envie de savoir, Oui. aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par justement cette dynamique de prendre la parole en public, déjà même de prendre la parole tout court? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société africaine où le jeune, en général, il doit écouter et recevoir. Est-ce que ça passe facilement que les jeunes prennent la parole? Oui. Présentement, l'envie de se frotter, comme Dominique vient de le dire, ça s'est accru avec le temps. Et je pense que c'est eux tous aussi qui en est responsable. Parce que depuis la France, même souvent, on a des étudiants burkinabés qui nous appellent pour nous féliciter, qu'ils ont entendu parler du Burkina Faso en matière d'art oratoire et de débat, et qu'il a voulu s'intégrer dans un club d'art oratoire de la Sorbonne, et on l'a demandé, est-ce que tu connais Wenyam Thomas Daquin, est-ce que tu connais Salimata Traoré? Donc déjà, ça a suscité, donc j'imagine l'effet extérieur. Donc à l'intérieur, ici rapidement, vous avez vu, c'est déjà dès l'arrivée de Macron, elle s'est illustrée. Jusqu'à on l'appelle Madame Macron. Voilà, donc ça a inspiré, ça a donné l'envie à plusieurs jeunes de vouloir réellement sortir justement de cette peur. Oui. Donc chaque année, on reçoit maintenant plusieurs universités, plusieurs écoles, des étudiants qui nous appellent. Nous voulons qu'on installe un club d'art oratoire dans notre université. Nous voulons participer au championnat national. Je pense que ce n'est pas aussi l'assistant de BF1 aussi qui reçoit des coups de fil. Souvent même qui m'appelle pour remettre le numéro de celui qui appelle, voilà, parce qu'ils veulent participer au championnat. Donc à l'heure actuelle, nous sommes passés de, je peux dire, en 2014, on était à 3 régions. Donc aujourd'hui, 10 régions, nul était Covid. Et cette année, c'était la situation nationale, c'était 10 régions qui participent au championnat. Ok. Donc, et chaque année, puisqu'elle a souligné aussi, tu peux participer aux formations. Oui. Et là même, on est obligé de le faire et sans forcément participer au championnat. Donc on ouvre la formation dans les écoles et dans les universités pour tout le monde. Maintenant, à l'intérieur, si vous avez la possibilité d'organiser un championnat interne, comme d'autres clubs le font, vous arrivez à faire un championnat à l'interne et vous déterminez vos vainqueurs qui vont représenter l'université ou l'école. Au cas contraire, nous pouvons aussi, à travers l'aide des anciens débatteurs et orateurs, intervenir, faire la sélection pour que votre école puisse avoir les orateurs qui vont représenter votre école. Donc, en moyenne, chaque année, c'est plus de 1000. Hein. Wow. Oui. Parce qu'il faut noter que même les écoles professionnelles nous font appel. Donc vous prenez l'ENAREF qui a été 2 fois champion national. Et souvent ils le disent clairement, puisque c'est souvent des doyens. Mais eux aussi, ils ont peur d'affronter souvent les petits. Bah oui, t'as la maison qui sort du berceau, mais quand ils se mettent à parler, tu dis Donc ils organisent aussi des championnats à l'interne. À l'ENAM a démarré leur championnat interne en 2015, l'ENAREF aussi. Et pendant leur championnat interne, c'est des compétitions. Pour l'anecdote, c'est
un des élèves, fonctionnaire de l'INAREF, qui m'a approché une fois parce qu'ils étaient en finale. Donc, le lendemain, il est venu, il bossait comme ça. Il vient, il s'approche de moi, il dit « Monsieur Ouedraogo, ce que vous faites là, c'est très dangereux. » J'ai dit « Aïe, pourquoi ? Que je n'ai pas dormi. que même ma fille m'a demandé si tu passes un examen. Et puis il dit que non, ça là, c'est plus qu'un examen. Ah oui. Oui, donc, et chaque année, nous avons vraiment des jeunes motivés. Et ce qui est très plaisant, c'est que plein de clubs et d'associations se sont créés. Voici Après, Dominique oui. qui gère maintenant une compétition, ce qui est très bien parce que ça renforce le championnat national. Bah oui. C'est-à-dire, quand nous allons lancer le championnat national d'éloquence ou le championnat national de débat, c'est sûr que ce sont les crèmes des crèmes qu'on aura. Ça élève le niveau. Le niveau. Et lorsqu'on part encore à l'extérieur, voilà, on va dire que bon, qui représente Salimata, ou qui représente Elda, ou qui représente ça. Mathilde. C'est Parce ça. que c'est ça, quand Mathilde partait en 2019, arrivé sur place, on dit « Ah, donc c'est toi qui représente Elda ». Quand Elda participait en 2017, on dit « Ah, donc tu es venu pour te venger, pour garder le trophée de Salimata ». Et les 3 participations, c'est 3 fois en finale. Bah oui. Et donc déjà, c'est grâce justement à ce travail, donc plusieurs associations se sont créées et ça ne fera que, par exemple, donner encore plus de niveau à notre championnat national. Ça, c'est quand même, ça doit être un gros motif de satisfaction pour toi. Oui. 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 Est-ce que tu te rends compte de l'ampleur de la chose que tu as créée? Et je peux dire jusqu'à l'année passée. Parce que, jusqu'à l'année passée, pourquoi? Parce que la Copa s'est jouée au Burkina. Et ça, Et je la l'ai Copa, rêvé. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que C'est la tout le coupe, monde n'est pas dans votre univers. c'est la Coupe panafricaine de débat Oui. qui était à sa 4e édition. Elle était à sa 4e édition et le Burkina a été pays hôte. Il faut noter pour la petite histoire, puisque le Burkina participait pour la 3e fois. La première fois, c'était justement avec Salimata Traoré et 3 autres personnes, dont jusqu'à présent, sa vidéo est virale. Hein. Le Burkina a été meilleur orateur et Josias Ouedraogo, avec la littérature africaine a-t-elle sa raison d'être. Donc, jusqu'à même un des ministres a failli tomber tellement l'éloquence de Josias Ouedraogo. Et donc, et cette année, on n'a pas été satisfait de la décision du jury. On ne pouvait pas aller contre, mais on n'était pas satisfait. de composer avec. Oui, on a dû composer avec. Donc, à la 2e participation, dès qu'on est arrivé à Abidjan, notre match d'ouverture, c'était avec la Guinée. Okay. Et comme sujet de débat, c'était, en tant que pratique ancestrale, l'excision est à bannir. Okay. Et nous, on était contre. Okay. Donc, on était pour l'excision. D'accord. Un sujet où on se demandait, est-ce que vous allez vous en sortir? Surtout en plus que, pour ce qui est de la lutte contre la pratique de l'excision, le Burkina Faso s'illustre. Très, donc très forcément, bien. Trouver des arguments pour arrêter la pratique, ça vient facilement. Oui. Mais quand on te dit il faut défendre la pratique dans un débat... Et en plus, c'est une coupe des premières dames. Ah oui. Avec un jury en grande majorité composé de professeurs femmes. Oui, et ces premières dames qui sont toutes engagées dans la lutte contre la pratique de l'excision. Wow. C'est une position très, très délicate. Il faut s'assurer. C'est en fait ça aussi le travail de l'orateur. Oui. Se mettre dans la peau de quelqu'un qui défend un sujet alors que ça ne représente pas forcément ses propres convictions. C'est un défi. C'est comme s'il faut arriver à se convaincre soi-même qu'on ne défend pas la pratique, mais on exerce l'art oratoire. C'est justement ça, en fait, le truc avec justement les débats d'art oratoire. C'est que il y a un sujet, il y a c'est comme ceux qui font la thèse et ceux qui font l'antithèse. Et ça ne veut en aucun cas dire qu'une personne qui défend une cause défend sa propre position. Mais est-ce que le public en face se rend compte de cette nuance-là? Si, rapidement. Rapidement, parce que depuis en tout cas les 8 éditions passées, c'est surtout d'abord les débatteurs. Oui, c'est surtout les débatteurs le premier problème, parce qu'ils disent clairement, moi, ça c'est un sujet que je ne questionne pas, c'est un sujet. Mais c'est pour cela que nous imposons la formation en art oratoire et en technique de débat avant de démarrer les compétitions. D'accord. Déjà pour qu'ils prennent justement ces compétitions comme un exercice intellectuel. Là, ça les amène à comprendre que non, la meilleure stratégie, même quand tu pars pour défendre un sujet, une idée,
c'est de cultiver davantage, faire des recherches approfondies sur les idées adverses ou bien des idées qui peuvent bloquer, contredire, par exemple, toi et ton élan. Donc, ce type d'exercice, ça leur a permis, parce que même en 2014, il y a eu pour ou contre l'homosexualité, ainsi de suite. C'était notre sujet. Ah, ok. Et je défendais le pour. Donc, imaginez. Donc, vous voyez, voici, par exemple, tout ça. Mais avec les techniques, comment la stratégie, parce que justement, quand tu es en face d'un public, je me rappelle au Mali, je disais d'éviter de dire à nos adversaires maliens, parce qu'on avait un public dans la salle qui est à 90% malien. Ouais. Donc, il fallait prendre ses adversaires, il fallait les retirer de la nationalité malienne pour pouvoir avoir un sentiment du public. Voilà, du public. Quand on a affaire à tout un public. C'est stratégique. Au lieu de dire les Maliens, celui qui est assis, qui doit t'applaudir, ne va pas le faire. Bah oui, parce que ok, elle me parle à moi, elle parle de moi. C'est ça. Oui. Donc, malgré, par exemple, ces sujets, justement, pour l'excision, le Burkina s'en sortait avec 16,50 contre 12 pour la Guinée. Ah ouais. C'est-à-dire, on ne s'est pas contenté seulement de les battre. C'est bien dit ça quand même. On n'a pas fait le minimum. Absolument, on a mis la barre haute. Donc, et surtout, on venait maintenant pour se venger de la première édition et de notre participation. Le rattrapage à faire, oui. On disait non, il faut qu'on rectifie les choses. Et un journaliste ivoirien m'a interviewé avant même notre premier match, et que oui, quel type le Burkina Faso cette année, sa participation, vous l'inscrivez dans quelle logique? Je dis, nous venons pour remporter le trophée. Il dit, aïe. Je dis, oui, nous venons pour remporter le trophée. Et à la finale, dès qu'on a remporté le trophée, il est la première personne à venir vers nous dire, finalement, il dit, et voilà. Là, maintenant, j'ai appelé les sérieux pour dire qu'on vous a vengé. Absolument, et j'en étais très fière. Parce que, oui. Donc, mais justement, j'ai envie de poser une question à Salimata qui peut paraître cliché, hein, mais qui mérite quand même d'être posée. D'accord. Parce que tu es une fille. Tout à fait. Nous sommes en Afrique. Absolument. On connaît la relation de la parole et de la femme en Afrique. Ah oui. Donc, comment ça se passe en dehors de l'univers des débats oratoires pour toi? Ça se passe plutôt bien. Et surtout parce que dès le départ, je crois que c'est de là que ça vient. Okay. C'est vrai qu'avec le temps et les championnats auxquels j'ai participé, il y a des camarades de classe, du lycée et tout, du primaire, qui me voyaient plutôt timide, qui étaient surpris de voir que je prends la parole avec autant d'aisance et tout. Mais au fond, je n'ai jamais été aussi timide que ça. Parce que déjà dans la cellule familiale, je le dois vraiment à mes parents et spécialement à mon papa qui est un orateur qui malheureusement n'a pas fait un seul jour d'école, mais qui a toujours été celui-là qui initiait le dialogue en famille. C'est-à-dire qu'on n'est jamais trop petit pour s'exprimer. Et chez nous, même la plus petite avait son mot à dire. Et moi également, j'avais cette possibilité de m'exprimer déjà dans ce cadre familial. Et indépendamment du fait que j'étais une fille, je pouvais m'affirmer si j'aimais pas, si je voulais plutôt qu'on fasse ci ou qu'on fasse comme ça. Et ça fait que dans ma relation avec les autres, en dehors du cadre familial, il y en a qui me trouvaient un peu rebelle. Est-ce que tu t'affirmais? Oui, bien que je n'étais pas fougueuse, j'en ai pas la force d'ailleurs. Mais quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis avec calme et tout. Mais comme vous l'avez dit, il y a le cliché. Il y a eu des endroits où je me suis retrouvée et j'ai eu l'impression d'être censurée avant même de prendre la bouche. Oui. Et j'ai été assez frustrée, on va dire, de ce sentiment. Parce que de nature, je ne prends pas la parole toutes les fois où j'en ai, l'occasion, comme si c'était pour prouver que je savais parler. J'ai l'impression que quand je suis quelque part, les gens s'attendent à ce que je parle. Parce qu'ils disent que, ah tiens, celle-là, on dit qu'elle parle très bien. Donc, certainement qu'elle ne va pas quitter ce lieu sans parler. Et je n'ai pas envie de parler ce jour parce que je me dis, non, je n'aime pas aller là où on m'attend. Et du coup, je me tais, je me fais discrète. Mais les endroits où j'ai l'impression qu'on me censure déjà avant que je ne prenne la parole, je me dis, non, mais il faut que je parle. Il faut que je parle. Et parce que... En fait, tu fais le contraire de ce qu'on attend de toi. Justement, parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'ils veulent que je me taise alors que j'ai quelque chose à dire? Et ça s'est fait très, très lentement, mais avec tact.
Et aujourd'hui, je suis assez fière quand même de voir qu'il y a de plus en plus de filles qui s'affirment, qui font abstraction de tous ces stéréotypes. Et surtout, je ne le nierai pas, dans le milieu religieux aussi, ça a quelque chose. Hein. Oui. Ouais, parce que même au niveau des compétitions, j'ai eu droit à des répliques comme ça d'adversaires qui ont fait allusion à mon voile, qui ont fait allusion à mon statut de femme, de religieuse. Et comme je l'ai dit en 2014, où j'étais contrainte en griffe de défendre l'homosexualité, il y a l'adversaire qui m'a dit, mais Madame la ministre, dans votre posture avec votre voile, je vous vois très mal en train de défendre l'homosexualité. Et personnellement, j'ai été touchée parce qu'au fond, ce n'était pas ma conviction. Et là, ça va au-delà juste du débat d'idées, ça te touche directement. Tout à fait. Et je suis tentée de dire que c'est une manière de boxer en dessous de la ceinture. C'est les techniques pour déstabiliser souvent. C'est ça. Mais surtout, en ce moment, on ne parle plus dans l'émotionnel. On met de côté ce qu'on ressent et on parle plus dans le rationnel, dans le débat intellectuel, dans la stratégie. Et j'ai capté ce pic qu'il a fait. Et c'est là que je lui ai répliqué ce jour qu'il n'y avait pas un tas d'ordures sur lesquelles on jetait entre griffes les enfants ratés d'un pays. Et si les homosexuels étaient considérés comme des enfants ratés, au Burkina Faso, ici, il n'y a pas un tas d'ordures où on peut les jeter. Donc si ça vient de ta famille ou de la famille de l'autre, plus on l'accepte, plus on essaie de trouver une solution, mais on n'a pas le droit, même en tant que celle qui ne défend pas forcément cela, de les rejeter, quoi. C'est des êtres humains. Et du coup, il me dit, waouh, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez ça, mais puisqu'il voulait peut-être t'amener sur le côté émotionnel. Oui, pour dire, sur ce sujet, toi, tu dois te taire. Parce que dans le Coran, dans la Bible... Logiquement, tu n'es pas censé avoir un mot à dire là, tais-toi et qu'on avance. C'est ça. Oui, donc j'imagine combien ça doit être. C'est très dur, ouais. Mais après, c'est ça aussi la vie au quotidien, et on sait que la parole ne nous est pas toujours donnée de façon agréable, et parfois il faut l'arracher, et il faut s'affirmer, il faut, on va dire, aller chercher ce qu'on veut, et parfois pas simplement, mais avec les arguments qu'il faut. Parce que comme on le dit, c'est bien d'avoir des convictions, mais c'est mieux d'avoir des arguments. C'est ça. Et justement, en parlant d'arguments, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, quand on parle de prise de parole en public, on peut voir être sur l'estrade avec le public là, mais aujourd'hui, une chose qu'on est obligé d'intégrer et de composer avec, ce sont les réseaux sociaux. Tout à fait. Et sur les réseaux sociaux, on reste en public. Et on peut dire que la parole est libérée là. Donc aujourd'hui, vous qui êtes quand même, si je peux me permettre, des experts de la prise de parole en public, quel regard portez-vous sur cette façon de prendre la parole sur les réseaux sociaux? Elle est assez, je ne dirais pas désordonnée, mais ça a son intérêt en fait. Moi personnellement, sur les réseaux sociaux, je suis assez réservée. Je fais des publications selon mon inspiration, je fais des textes, je réagis aux publications de personnes. Mais je ne réagis pas à tout va. Je ne commente pas l'actualité, je ne dis pas... En fait, je ne dis pas tout le temps ce que je pense que... En fait, je ne dis pas toujours ce que je pense sur les réseaux sociaux. Je peux le dire entre camarades, dans un débat et tout. Mais je me dis qu'il faudrait surtout maîtriser ce phénomène-là. Parce que la parole a été libérée, c'est vrai. Mais moi, de nature, je me suis toujours imposé des limites. Et je me suis toujours dit que ce n'est pas parce qu'on sait parler qu'on doit parler. Oui. Il faut choisir le moment, le cadre, le contexte et l'intérêt que cela a. Vous avez envie d'ajouter les mots. Justement, les mots. Oui. Et surtout, quand on prend la liberté de publier tout et n'importe quoi, ça peut créer d'autres choses qu'on ne maîtrisera pas après. Exactement. On a l'impression que c'est gratuit, c'est ma page, c'est mon fil d'actualité. Et on fait même des PS pour dire que qui répond mal, comment dire, réaction. Comportement de mouton, réaction de berger. Ou bien comportement de cafard, réaction de tapette et tout. Je dis, waouh, en tout cas, c'est son espace restreint, mais Internet, c'est vague. C'est jamais restreint. Oui, en fait, c'est ça. Parce que moi, personnellement, je me suis retrouvée dans des contextes où je ne me suis pas présentée, mais on a déjà su qui j'étais. C'est ça. Et j'ai dit waouh. Et heureusement, on l'a su dans le bon sens. Parce que je me serais illustrée d'une manière qui pourrait prêter à confusion. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs personnalités. On peut avoir un compte Facebook où on fait du délire. Mais
quoi qu'on puisse dire, tant que c'est libre accès, ceux qui ont une certaine image de toi ou qui ont un certain profil de toi et qui voient ça, ils se disent, mais c'est pas la même personne. Et souvent, on a du mal à dissocier ce que l'on fait de qui on est. Oui. Dominique, toi, j'ai quand même envie d'avoir ton avis sur cette question, sur les réseaux sociaux et la prise de parole, qui n'est pas forcément, on va dire, on n'est pas forcément dans l'éloquence, puisqu'il s'agit d'écrire, mais quand même, il y en a qui arrivent à trouver des mots, des formules, qui sont dans de la rhétorique pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut classer ça dans une forme d'éloquence ou pas? Parce que la personne a quand même trouvé des mots, même si c'est écrit. Ça reste dans la communication. Oui. Ça reste dans la communication, donc une forme d'éloquence, je dirais oui. Mais j'aime citer une phrase que j'aime bien, qui dit que un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Pour ceux qui sont un peu fans de Marvel, ça vient de Spider-Man. Et qu'est-ce que cela veut dire? Internet nous a offert un grand pouvoir. Celui de dépasser les frontières, celui de multiplier l'impact. D'accord. Mais ce pouvoir nous donne en fait le pouvoir d'une certaine responsabilité. Parce que de la même manière, vous pouvez utiliser les mots pour soigner, pour guérir, pour enseigner, pour libérer, pour exalter. Ces mêmes mots peuvent blesser, ces mêmes mots peuvent rabaisser, ces mêmes mots peuvent meurtrir des gens. Donc, il faut éviter au grand maximum de se laisser aller. Parce que c'est comme quand on parle. Lorsqu'on écrit sur le net, c'est comme quand on parle. Il n'y a pas de bouton rewind. On ne peut pas repartir en arrière. Donc, lorsque c'est sorti, vous aurez beau plus tard supprimer, vous ne savez pas combien de personnes l'ont déjà vu, vous ne savez pas combien de personnes ça a touché. Et c'est encore pire lorsqu'on écrit sur le net, parce qu'au moins lorsque vous êtes en face à face, vous avez l'autre en face de vous. Et la communication n'est pas que verbale. Donc, votre manière de dire quelque chose peut faire en sorte que les gens sachent qu'ils s'amusent. C'est une boutade, c'est une blague. Parce que sur le visage, sur l'expression faciale, sur la communication non verbale, cela se ressent. Mais dans le texte, il n'y a pas ça. Donc, vous pouvez dire quelque chose. En parenthèse, je rigole. Non, mais même ça, c'est vraiment laissé à interprétation. Et vous ne savez pas, en fait, qui... Parce que ce qui est important dans l'éloquence, dans la prise de parole en public, c'est que ce que vous dites est fonction pour ceux réellement qui sont dans le domaine de votre public. C'est clair. On ne s'adresse pas aux gens de la même manière en fonction de leur origine, de leur culture, de leur caractère, de leur connaissance. Justement, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser sur Internet, parce que vous ne savez pas qui viendra lire. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas adapter votre communication. Et donc, ça peut être laissé à interprétation et ça peut être très mal interprété. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. D'accord. Même si ça peut beaucoup aider, même si on peut avoir un grand impact avec cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont illustrés comme ça, surtout pendant les périodes noires ou avec le terrorisme. Ouais, on laisse l'émotionnel parler et ensuite on se dit, c'est moi qui ai écrit ça. Mais alors qu'on a déjà eu les conséquences qui allaient avec. Alors, il nous reste 4 minutes d'émission, ça va très vite. Mais j'ai quand même envie de savoir, parce que je pense qu'après cette émission, il y a pas mal de jeunes qui se disent, j'aimerais bien parler comme eux. J'aimerais bien apprendre à le faire. Parce que ce qu'on doit retenir, c'est qu'on peut apprendre à le faire. Tout à fait. Il y en a qui ont la chance de naître avec. Il faut le travailler. Mais je pense que tout le monde arriverait à le faire ou pas. Tout le monde arriverait à le faire. Moi, je suis contente de le dire parce que pour les Sotigi dernièrement, la salle était impressionnée de voir Halima Gadji, qui joue Marème dans Maîtresse d'un homme marié, qui dit qu'elle était bègue. Mais ça ne s'entend pas. C'est le fruit d'un travail. Donc ça peut se faire. Donc s'il y en a qui ont envie d'être accompagnés par toi ou par toi tu accompagnes aussi? Oui. D'accord. Donc par l'un d'entre vous, comment ça se passe? Oui, déjà, si vous êtes élève ou étudiant, c'est très bien, depuis votre école, depuis votre université, de créer un club ou bien de participer à l'animation du club. Et secondo, si vous voulez par exemple une formation personnelle ou personnalisée aussi, je pense que sur Facebook, que ce soit Dominique, que ce soit justement Salimata, que ce soit Elda, que ce soit les débats oratoires, vous pouvez les contacter directement et bénéficier de ces formations. Maintenant, quand vous voulez vous lancer, comme tu l'as dit, même ceux qui ont les talents qu'on aime dire innés, c'est comme Stéphanie, je prends, avec ta voix, ta belle voix, ça serait un peu très difficile. Tu vois, par exemple, ça, si tu devrais, par exemple, aller ménancer une personne. Ah non,
n'en sois pas si sûr, hein. Demande à mes frères, ils te diront autre chose. Ok, mais sûrement justement, donc c'est un talent justement que tu as pu, mais c'est sûr que c'est pas cette même voix que tu utilises quand tu t'adresses. Ah bah si, bah non, quand on est énervé, c'est autre chose. Merci. Donc déjà, c'est pour montrer les variations en fonction des situations. Il a parlé justement de ça. Qu'il sache que l'art oratoire couvre 3 champs. Vous qui savez gérer le temps en débattant, il reste 1 minute. Ok. Donc, les 3 champs, c'est la voix. Oui. Ok. Et le corps. Oui. Et maintenant, le verbe. D'accord. Sachez que le verbe représente 20%. Ok. La voix et le corps, les 80 autres %. D'accord. Raison pour laquelle, justement, c'est très bien de mettre beaucoup plus d'accent sur la voix et le corporel et si on veut déjà donner plus de bon niveau à son intervention en public. D'accord. J'espère que vous l'avez noté hein, et que vous allez en prendre compte. Parce que c'est beau de savoir parler, mais si vous parlez bien et que vous marmonnez dans votre barbe et que personne ne l'entend, vous risquez de ne pas atteindre votre objectif. C'est ça. Et quand on prend la parole en public, c'est dans un but donné. Donc autant atteindre cet objectif en prenant la parole que de finalement dire « ouais mais j'ai parlé mais ils n'ont pas entendu » ou en fait c'est pas ce que je voulais dire, ils ont mal interprété. D'où l'importance également de faire attention aux mots qu'on choisit en fonction du public qu'on a en face. Bien, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est à nous de vous remercier. C'était très intéressant. On aurait parlé jusqu'à demain matin. Tout à fait. Mais hélas, il faut qu'on rende l'antenne. Ah oui. C'est ça. Donc, il y a eu une finale ce week-end. Oui, il y a eu la finale de la 2e édition de la compétition d'éloquence que nous avons initiée, Ritoris, qui a la particularité d'utiliser des adages et des proverbes en langue locale, tels que le Moé, le Djoula, le Fulfulde. Et c'est sur cela que les étudiants, les jeunes, libèrent leurs paroles. Ils débattent en français, mais ils utilisent en fait comme base, comme thème, des adages en langue locale. Super. L'année prochaine, on en reparle. C'est ça. Beaucoup de courage et bon vent à chacun d'entre vous dans vos activités. Parce qu'effectivement, il est important d'avoir des choses à dire, mais comment les dire, où les dire, à qui les dire, c'est également à prendre en compte. Donc on espère que vous l'aurez compris, que vous avez pris bonne note et que vous aurez surtout enregistré, même si vous êtes timide et que vous pensez que vous n'avez pas le pouvoir ou la capacité de prendre la parole devant les gens pour vous faire entendre, détrompez-vous. C'est possible de dépasser cela. La première chose, le vouloir. Ensuite, vous trouverez les moyens. Alors aujourd'hui, avant de vous dire au revoir, je tiens à faire un joli coucou à ma chargée de production, Awa. Je ne sais pas si je vais arriver à la faire venir sur le plateau, s'il te plaît. Une seule fois dans l'année, ça ne te fera pas de mal. C'est son anniversaire aujourd'hui. On a envie de lui souhaiter joyeux anniversaire. Awa Sano, viens, qui travaille dur pour que l'émission... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Awa. Joyeux anniversaire. Et la bougie qui refuse de s'allumer. Alors on va y arriver. Jusque là. Eh bien, Awa ainsi que toute l'équipe de BF1 travaille dur pour que cette émission se concrétise. Joyeux anniversaire à toi. On te souhaite une longue et belle vie, de belles choses et une très belle carrière. Merci à vous, chers téléspectateurs. Demain, on se retrouve pour une autre émission. Et la semaine prochaine, on a rendez-vous encore. D'ici là, merci de rester fidèle au programme de BF1. Prenez grand soin de vous. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais bien et au bon moment. Au revoir.